les promesses et les serments. C'est facile d'être amoureux tout le temps. C'est facile. Oh, mais comment on peut chanter aussi bien? Bonjour. Bonjour William. On commence par qui? Bah, ça a été facile pour Nice. Hein. Ah, oulala. C'est bien passé. Face à Monaco, c'était la 6e journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, y a un Balotelli, vous savez, ce garçon qui était soi-disant fantasque à l'étranger et qui, quand il vient chez nous, voilà, il cartonne. Il est content de vivre ici alors? Bah, ça se passe bien, il a marqué Tant 2 mieux. buts. On regarde ce qui s'est passé. Bah voilà. ouais. Regardez ce match. C'était le derby azuréen, comme on dit, entre Niçois et Monégasques. Des Niçois qui, chez eux, n'avaient plus battu Monaco depuis 2011. Et hier soir, ils ont écrasé ces Monégasques 4-0. Le capitaine des Aiglons, Paul Bess, montre l'exemple de la tête en début de rencontre. Et à la lumière de jeu, Mario Balotelli, donc double la mise, aidé du poteau. Ça fait 2-0. À la pause, 68e minute, Balotelli, encore lui. L'Italien a marqué 4 buts lors de ses 2 derniers matchs de championnat, autant que lors de ses 44 précédents. Et Pléa inscrit le 4e but niçois en fin de rencontre. Nice, premier du classement, devant le PSG et Monaco. Belle démonstration également de Lyon qui a largement dominé Montpellier 5-1. Corentin Tolisso et Nabil Fekir ont inscrit 2 buts chacun. Lyon 7e et Montpellier 13e. Et il y avait encore un match, il y en avait plein, mais parmi les matchs, il y avait l'OM qui est allé perdre à Rennes. Les 2 équipes étaient à 1-1 à la mi-temps. À la reprise, Gomis, auteur d'un pénalty avant la pause, permet à Marseille de passer en tête. Mais les Marseillais réduits à 10 vont souffrir dans les derniers instants. Les Bretons marquent 2 fois pénalty de Grosicki et tête de Unou. Rennes 8e et l'OM est 15e. Ah, ça, c'est un modèle, ça. Ça vous plaît? Non, mais un modèle du genre. Comment il faut mal. faire, comment il faut se lever, pied d'appel, tout bien. Bon, qu'est-ce qu'on a On a d'autre? du tennis à Metz, en Moselle, et ça se passe bien pour les Français qui étaient en lice hier. On va commencer par Julien Beneteau. Regardez, il est actuel 238e mondial. Il a très facilement dominé l'Allemand Dustin Brown, malgré ce beau point de Dustin Brown. Dustin Brown qui est 68e du classement. À peine 1 heure de jeu et une victoire 6-3, 6-2 pour Julien Beneteau, qui en quart de finale affrontera un compatriote français, le vainqueur du match entre comment il Pierre-Hugues fait pour, Herbert et Lucas Pouille. Courir Avec cette masse capillaire, oui, c'est oui. pas évident. Hein. Victoire facile et rapide aussi pour Nicolas Mahut, l'Angevin 40e, a su se ressaisir après l'élimination de l'équipe de France en Coupe Davis ce week-end. Il a battu un autre Français, Quentin Alice, jeune Français qui a 19 ans, 154e mondial, le score 6-3, 6-4. Un petit mot de cyclisme avec la 3e étape du Tour du Benelux. Sprint à Ardouilly en Belgique. Le champion du monde et d'Europe, Peter Sagan, s'impose. C'est sa 87e victoire en carrière. Alors vous parliez des cheveux de Brown, l'Allemand. Regardez les cheveux de monsieur Sagan sur le podium. Voilà. Ah oui, Ouais, sous le c'est casque, Mimi. lui. Il est 2e du classement C'est une général. perruque, Non, c'est ses vrais cheveux derrière bon l'Australien Dennis. Ça, c'est la jolie Virginia Raggi qui est la maire de Rome. Et ben, elle dit non au JO dans sa ville en 2024. Elle refuse de soutenir la candidature de la capitale italienne, déjà extrêmement endettée et dans l'incapacité d'investir autant en avance. Alors Paris, Los Angeles et Budapest restent en lice et on connaîtra bien sûr le résultat en septembre l'année prochaine. Je voulais vous montrer de très belles images, William, pour terminer, parce que la France cartonne en parachutisme. Il y avait des championnats du monde à Chicago et la France Chicago. à Chicago. Voilà. Et dans le ciel de Ah, mais l'Illinois. dans la banlieue. Non, le banlieue, pas au-dessus de la ville. Regardez, l'équipe de France qui a montré tous ses talents, 13 médailles en tout, 3 en or, 6 en argent, 4 en bronze en action. Le voile contact à 4 rotations. C'est un saut à 2000 mètres, un empilage à 4, puis ouais. l'équipier du dessus passe dessous, il rejoint la base. Donc, il faut faire le maximum de tours en 1 minute 30. Et la ils posent France leurs pieds, a regardez, battu- ils posent leurs pieds ils sur mettent le- les pieds en fait dans les suspentes. Ils ont battu le record avec 23 points. Et il y avait aussi de l'or pour le freestyle à l'image, Loïc Perrouin et son vidéoman, donc celui qui est derrière la caméra, Pierre Rabuel. Le freestyle, une sorte de ballet aérien entre gym et acrobatie, chorégraphie en plein air, 45 secondes de programme, sport et poésie. William, on n'en voit pas souvent et on essaye d'en mettre un max dans Télématin. Il y a plein de sports, voilà. C'est beau, hein. Il a une jolie petite crête, lui aussi. Ah ouais, Il faudrait alors, tous les mettre sur un podium, tous ces gens, les crêtes, avec les oui, là, au niveau les du dreadlocks, du cheveu, ça- les perruques, c'est joli comme tout. c'est comme ça qu'on se fait remarquer avec les cheveux. Ouais, hein. bah. C'est pour ça que les footballeurs ont tous des cheveux différents. Ah, il y a Oui, un- parce ceux que- qui- parce qu'ils ont tous le même maillot, la même tenue, donc autant faire quelque chose qui... Oui, mais enfin, ils sont tous coiffés comme des poneys. Maintenant, hein. ils sont tous coiffés pareil. Hein. C'est ça, ouais. On est d'accord. Merci beaucoup. On va... Préparez votre pâte dans une jatte plate.
Alors vous allez prendre des cours de cuisine comment? Avec un coach ou un professeur ou une émission de télévision? Pas du tout. C'est différent. Le chef, c'est vous. Et comment il fait le chef alors? Le chef, c'est vous. Il reçoit tous les mois un abonnement sur Internet. C'est un abonnement à une boîte, à une jolie boîte en carton dans laquelle vous avez plein de petits trucs. Alors, il y a des ustensiles, il y a une liste de courses, il y a des petites confitures, il y a des petits ustensiles très rigolos. Ça peut être une râpe à citron, une râpe à truffe, ça peut être des épices assez rares, du combava, enfin plein de petites astuces et un livret nutrition dans lequel on vous apprend quel aliment est nécessaire à votre nutrition, le nombre de calories, etc. Et c'est une jeune femme très astucieuse en fait qui l'a créé, qui l'a inventé. Elle est ingénieure agronome. Alors c'est pratique, il n'y a pas besoin de se déplacer. On peut faire surtout les recettes en famille et c'est très astucieux pour les jeunes qui veulent apprendre à se nourrir correctement. Alors on pense aux étudiants qui sont au resto U ou qui mangent mal tout seuls, les jeunes adultes, les ados, ça peut les sortir du snacking et du kebab. Ils peuvent le faire entre copains. Alors, le concept est le fruit d'une collaboration entre cette jeune femme ingénieure agronome et un chef pâtissier. Séquence à la maison, regardez. Salut Hello. Salut Chloé. Ça va? Tu vas bien? Ouais, au top. Regarde. Ce que j'ai acheté, c'est mon dernier kit. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, top. Dans ce kit, on retrouve une sélection d'ingrédients et d'ustensiles qui sont de qualité et originaux. Et ils sont associés à un cahier pédagogique qui permettent d'utiliser ces produits de façon saine et créative au quotidien. Alors. Ah, ça c'est pour faire ses courses, ça. Ouais. Ça c'est pas mal. En gros, tu mets dans ton portefeuille et après tu vas faire tes petites courses tranquilles. Donc il y a 3 types de recettes. Il y a des recettes rapides, donc qui utilisent des ingrédients qui sont faciles à trouver, qui utilisent aussi les produits qu'ils découvrent dans leur kit, qui sont vraiment adaptés à la cuisine du soir quand on n'a pas vraiment le temps de cuisiner. On a des recettes personnalisables, donc que les gens peuvent adapter en fonction de leur goût. Et ensuite, on a une recette pas à pas, donc c'est la recette un peu plus compliquée, donc qui est expliquée photo par photo, étape par étape, pour pouvoir la réussir à tous les coups. J'aimerais bien faire quelque chose autour de l'huile d'olive parce que c'est vraiment très bon pour la santé, c'est composé d'acides gras monoinsaturés. Du coup, je voudrais vraiment apporter une façon ludique de l'utiliser dans le kit. En tant que chef, la plupart du temps, on travaille entre chefs ou avec des personnes professionnelles et moins avec le grand public. Donc c'est une façon de montrer aussi qu'on peut arriver à faire des choses chez soi dans l'esprit d'un chef, mais sans être spécialement un chef ou un grand professionnel. On arrive à faire plein de recettes facilement à partir du moment où elles sont bien expliquées. Et c'est là tout le côté intéressant, c'est d'amener le maximum de pédagogie à la technique pour ensuite la rendre accessible à tout le monde. Il y a quoi comme herbe, par exemple, qu'on pourrait mettre Tu peux aller sur du thym, tu peux aller sur du romarin, de la menthe aussi. De la menthe? Ouais, Ah oui, bien d'accord. sûr, bien sûr. On s'efforce d'expliquer simplement la nutrition aux abonnés. Donc on a une page qui explique simplement une notion de nutrition. Donc par exemple, l'huile d'olive, pourquoi elle est bonne pour la santé. Et donc on va expliquer ça avec des schémas, une infographie, pour que ça soit simple à comprendre. Tomates, courgettes, aubergines. Donc t'as vu, une petite astuce, préparer les alternances dans votre main avant de déposer dans le... Les gens s'abonnent sur Internet et ils ont une durée libre. Donc ils peuvent choisir soit une durée de 3 mois, soit c'est un abonnement sans engagement et ils s'arrêtent quand ils le souhaitent. Tous les mois, ils vont recevoir un kit autour d'un thème de saison surprise. L'objectif de notre concept, c'est vraiment d'aider les gens à manger mieux au quotidien, mais avec une alimentation vraiment décomplexée, de la nutrition plaisir. Donc nos recettes vont toujours être très gourmandes, avec des conseils simples, faciles à suivre. Et l'idée, c'est vraiment de rendre les abonnés acteurs de leur alimentation. Super. Voilà. Super bon. T'aimes bien? Ouais. On sent bien les herbes aussi. Il y a un bon goût c'est d'herbe. super bon, hein. Ça a l'air assez sain tout ça. C'est très sain. Il y a des fiches de cuisine avec tout ce qu'il faut, la nutrition du lait, et puis des trucs complètement originaux. Le millet, par exemple. Moi, j'ai jamais cuisiné de millet. On vous apprend les nouvelles céréales. On vous apprend le boulgour, le quinoa, les épices très astucieux, les herbes. Alors, Ça gonfle un peu, c'est un peu comme du riz. Ouais, un Ça peu. se finit, non Oui, c'est une céréale. C'est un peu comme le boulgour, en fait. Boulgour, d'accord. Voilà. Là, cette saison, par exemple, on entre en automne, c'est la cocotte laitière, voilà. Et puis vous avez la gelée de cidre, des petits pots comme ça. Et pour les jeunes, pour les ados, pour les débutants aussi, très bien. Pour les débutants, c'est très très astucieux et on mange bien. Gelée de cidre à cette heure-là, non? Ouais.
Ah, ça peut aussi. Ça peut, Si, non? ça peut. Ouais. Je vous apporte une tartine tout à l'heure, ça Tu l'as repasse. senti? Oui, Oui? oui, C'est fou, non? oui, c'est fort. Avec les viandes, c'est pas Ça mal. dégage. Ah, Ouais. les viandes. Ah, moi, je Ouais. crois que ça se mettait sur le... Non, bon, alors, c'est pas pour, Avec c'est le- pas pour tout de suite. Merci beaucoup. Il y a plein d'objets du quotidien que l'on rafistole comme l'on peut, juste parce qu'une des pièces est cassée. Vous savez, à votre télécommande, quand derrière, il y a, pour cacher les piles, il y a le petit objet qui saute, et vous dites comment je peux réparer ça, l'embout de l'aspirateur, car vous passez l'aspirateur. Eh bien, vous allez voir, on a une idée. Voilà, alors c'est toujours l'idée de l'imprimante 3D. Hein. Oui, qu'a révolutionné, je le dis franchement, l'industrie. Voilà, l'industrie marche à l'imprimante 3D terriblement, mais on pensait, quand on en a parlé ici ensemble, que nous-mêmes, ça allait révolutionner un peu nos vies. Simplement, on n'a pas toujours 400 ou 600 euros à mettre dans une imprimante 3D pour chez nous, pas toujours. Et puis, on ne sait pas toujours faire un fichier numérique pour pouvoir justement imprimer quelque chose. Bref, on se retrouve avec des imprimantes 3D dont on ne se sert pas. Pourtant, vous avez parlé du cache-pile pour la manette ou la zapette. Voilà, je le mets juste sur le blanc. Voilà, parfait. Combien sommes-nous à l'avoir cassé? Des dizaines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis... Au moment de l'ouvrir, on l'ouvre mal et on casse le truc. Donc, on a mis du scotch, par exemple. Si je vous parle du couvercle d'un autocuiseur, alors là, en plus, on a mis de la couleur, hein, d'un autocuiseur. Un pied de réfrigérateur, par exemple. Voilà, le genre de choses que l'on a tous cassées et... Par exemple, celui-ci, qui est tout simplement un embout d'aspirateur. Voilà. Toutes ces petites pièces sont très, très difficiles à changer parce qu'on ne les trouve pas dans le commerce. Non, en plus, un aspirateur n'est pas le même qu'un autre. Enfin, c'est très compliqué. Eh bien là, nous avons un grand magasin, une grande enseigne spécialisée dans l'électroménager et le multimédia qui propose, dans les 3 boutiques parisiennes, vous venez avec la pièce qui vous manque, on la refabrique pour vous et c'est absolument gratuit. Si vous n'habitez pas Paris, il y a un site internet sur lequel vous essayez de trouver la pièce et puis vous la commandez, on vous l'imprime, on vous l'envoie ou même on peut vous trouver un voisin qui a une imprimante 3D et qui le fera pour vous. Regardez. L'idée, elle est venue en interne, en fait, où un collaborateur a proposé l'idée de mettre à disposition de tous nos clients des modèles de pièces détachées pour qu'ils puissent réparer plus facilement et plus durablement leurs produits. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà vous connecter sur happy3d.fr et trouver un catalogue de pièces détachées qui sont disponibles pour les produits Essentiel B et Listo. Cette pièce détachée, en fait, vous allez pouvoir la télécharger et l'imprimer si vous possédez une imprimante. On a pensé également aux personnes qui n'ont pas d'imprimante 3D et on vous met en relation avec une personne près de chez vous qui possède une imprimante et moyennant quelques euros peut vous imprimer cette pièce. Bonjour. Bonjour. J'ai commandé un embout d'aspirateur sur Internet. Je voudrais savoir s'il était prêt. Il est juste... Et depuis peu, avec l'ouverture de nos magasins à Paris, on vous propose un service pour venir dans nos magasins récupérer une pièce détachée imprimée grâce à une imprimante 3D. C'est donc une réponse à l'obsolescence parce que ça permet de réparer plus durablement ces produits et de pouvoir trouver des pièces détachées qui ne sont plus disponibles, par exemple. Globalement, avec la technologie de l'impression 3D, ça permet d'imprimer des petites pièces en plastique et on se rend compte que beaucoup de petites pièces en plastique peuvent casser et ces pièces-là détériorent l'usage ou même peuvent rendre complètement inutile un outil. Donc on peut retrouver des boutons de gazinière, par exemple, ou des boutons de four, le fameux cache-pile de la télécommande sur lequel vous avez sûrement un scotch aujourd'hui et retrouver tout type de petits produits en plastique. Oui, bonjour madame. Bonjour, je viens vous voir. J'ai ma télécommande qui a perdu son cache. D'accord. Aujourd'hui, on a plus de 130 pièces qui sont à disposition pour nos produits. En lançant Happy3D, notre démarche, c'était de faire un appel également aux différents fournisseurs, aux différentes marques, pour venir ajouter des pièces. Et on a également la possibilité, on a donné la possibilité aux personnes qu'on appelle des makers, des personnes qui créent et qui impriment, de venir poster leurs pièces, de venir poster leurs créations et de les rendre accessibles à tous gratuitement.
Voilà. Bonjour. Du coup, votre produit, il est bien prêt. Ça fait plus de 60 ans qu'on travaille pour faire entrer la technologie dans le cœur de tous les foyers. Et aujourd'hui, avec le projet API 3D, l'objectif c'était de démontrer l'usage des imprimantes 3D pour pouvoir montrer que c'est un produit du quotidien. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. On peut créer aussi. Quand ça sort du micro-ondes, ça sort chaud? Non, c'est pas. Non, ça sort pas chaud. C'est vrai qu'on peut créer. Là, vous l'avez vu, l'idée, c'est de créer aussi une communauté, c'est de se dire, voilà, vous pouvez être mis en relation avec quelqu'un à côté de chez vous qui va être capable de vous l'imprimer. Alors, celui qui est à côté de chez vous, il va peut-être vous le faire payer 1 ou 2 euros la pièce. Mais dans les 3 magasins parisiens, c'est gratuit. C'est quand même, ils ont tout compris finalement au marketing. C'est que on vous fait venir dans le magasin, on se dit tiens, c'est un super service parce que franchement ça, je savais pas où pouvoir le retrouver. En plus, ils me l'offrent. Oh, je vais aller faire un petit tour dans les rayons. Là, vous avez raison, ça, là, l'embout, c'est toujours avec un énorme rouleau adhésif autour, sur la plupart. Mais c'est comme ça aussi, sur votre télécommande de téléviseur. Non, parce que ça tombe en plus. Ben voilà, donc souvent on met un gros rouleau. On devrait d'ailleurs nous les vendre avec le rouleau de scotch. Ouais. Voilà, ce serait pratique. Bon, merci beaucoup. Allez, on passe à... Je ferme la veste. C'est quand même autre chose, hein. On l'appelle Brumel chez nous. On commence par qui, là? C'est dur, William. C'est dur quoi? Oui, c'est dur en ce moment. Pourquoi? Parce que je peux vous dire qu'il faut se lever tôt pour trouver un fil conducteur, une forme d'unité dans les journaux. D'ailleurs, je me lève tôt et je n'y parviens pas. La presse, on dirait le bouquet final d'un feu d'artifice, ça part dans tous les sens. C'est un peu comme si en préambule à la campagne électorale, eh bien, chacun essayait de rameuter ses troupes. Alors vous avez les journaux de gauche qui parlent à la gauche et les journaux de droite qui parlent à la droite. Ainsi, l'Humanité met en vedette ce que le journal communiste appelle les inculpés du 49-3. Ce sont des gens qui sont illustrés pendant les manifs contre la loi travail. Aujourd'hui, ils se retrouvent devant les tribunaux pour rébellion, violence, outrage ou menace de mort. Alors dans son édito, Patrick Appel-Muller, lui, parle simplement d'insolence et il ne voit d'autre issue à ces affaires que la relaxe généralisée. Certains seront devant la justice dès aujourd'hui et Patrick Appel-Muller, peut-être manifestera-t-il ce matin avec la CGT qui appelle à manifester devant le tribunal de grande instance de Paris. Alors pendant ce temps-là, eh bien, le Figaro, lui, parle à la droite en célébrant le retour des frontières. Dans son édito, Arnaud de Lagrange a d'ailleurs une jolie formule. Il écrit que les frontières inscrivent dans la géographie les mouvements de l'histoire et l'on sait maintenant combien il était hasardeux d'en prédire la fin de l'histoire. Et c'est vrai que c'est saisissant. Aujourd'hui, c'est contrôle à toutes les frontières. Le Danemark se protège de l'Allemagne, l'Allemagne se protège de l'Autriche, qui elle-même se protège de la Slovénie, et les Pays-Bas se protègent de tout le monde. Vous voyez le topo. On nous avait dit, tu vas voir, Schengen, c'est le rêve. En fait, c'est cauchemar et barbelé. Alors, autre illustration de cette propension à mobiliser son camp comme on fourbit ses armes, les unes de Libération et de Valeurs Actuelles. Alors, d'un côté, on dénonce l'influence de ce que l'on appelle la fachosphère, et puis de l'autre, on met en vitrine Éric Zemmour, dont on estime qu'il incarne le bon sens et qu'il voit plus clair que la moyenne. Alors, dans ce contexte, si vous cherchez un tantinet, un tout petit peu d'émotion, eh bien, vous en trouverez dans l'Express, qui consacre sa une à une jeune femme dont on a beaucoup parlé il y a maintenant à peine, vous vous rendez compte ? Une dizaine d'années, Natacha Kampusch. Alors, vous vous rappelez sans doute son histoire. Elle avait 10 ans lorsqu'elle a été enlevée par un ingénieur autrichien paranoïaque, pervers et vaguement nazi. S'en sont suivis 8 années et demie de séquestration, d'humiliation avant son évasion. Et elle sort le 21 septembre un livre intitulé 10 ans de liberté. Et ce qui est sidérant, c'est l'attitude de certaines personnes depuis qu'elle a retrouvé la liberté. La violence verbale, les allusions permanentes, les rumeurs. Sa mère qui est accusée d'avoir été de mèche avec le ravisseur. Elle-même qui est soupçonnée d'avoir eu un enfant avec lui alors qu'il y a eu des examens qui ont montré qu'elle n'avait jamais été enceinte. Elle explique la difficulté de gérer tout ça, de passer du jour au lendemain d'une situation où elle n'avait qu'un seul interlocuteur, son ravisseur, à une situation où elle est confrontée à des milliers de personnes. Et pas toujours aimable. Pas toujours aimable, pas toujours bien intentionné à son égard. Tout cela est à lire sur plusieurs pages dans l'Express. Alors pour finir, l'équipe, il y a du bonheur et du malheur ce matin à la une de l'équipe. Le bonheur, il est blanc, rouge et noir, il est niçois et il est incarné par le terrible Mario Balotelli qui a encore marqué hier soir. Il signe 2 des 4 buts de son équipe qui s'impose face à Monaco. C'était le derby de la Côte d'Azur, 4-0 pour Nice. Voilà. C'est Nice.
Le malheur, il est parisien, enfin disons qu'il concerne essentiellement Hatem Ben Arfa, recrue tapageuse à l'intersaison, mais qui ne joue pas. C'est-à-dire que c'est le président qui l'a embauché, mais c'est l'entraîneur qui fait l'équipe. Donc voilà pourquoi il ne joue pas. Et d'après l'équipe, l'entraîneur parisien, Unai Emery, lui a dit pourquoi Ben Arfa. Il est allé le voir, il lui a dit tout simplement « Tu n'es pas Lionel Messi ». Et c'est vrai que Ben Arfa a parfois tendance à jouer un peu seul. Sauf que Messi, quand il joue seul, il marque. Et Ben Arfa, quand il joue seul, parfois, il bute quand même, et même assez souvent, sur la défense adverse. Alors c'est aussi l'occasion de revenir sur la non-sélection de Ben Arfa lors de l'Euro. Il y a pas mal de gens qui n'avaient pas compris la décision de Didier Deschamps. Et aujourd'hui, les langues se délient un petit peu. Et vous lirez ce matin dans l'équipe que s'il n'a pas été retenu pour l'Euro, eh bien, c'est parce qu'il voulait être assisté pendant la compétition par son propre magnétiseur. Et ça, c'était intenable pour Didier Deschamps, parce que si chaque joueur vient avec son staff, sa nounou, son cuisinier, son machin, son truc, la notion d'équipe vole en éclats. Certains donc s'étaient étonnés de la non-sélection de Ben Arfa. Il dispose ce matin d'au moins un élément de réponse. J'imagine qu'il y en a d'autres. Et que les langues se délient. Tout ce monde-là, ça rentre pas dans les vestiaires, évidemment. Et voilà, oui. Puis il faut les nourrir à Clairefontaine. Et un magnétiseur, les chambres sont petites. Oui. Magnétiseur, ça sert à quoi? À magnétiser, oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On nous a... Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors les candidats des primaires des Républicains sont désormais sur la ligne de départ. La campagne officielle est lancée. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette bataille des primaires? Est-ce que ce matin, vous auriez un message à passer à vos camarades candidats? Non, j'ai surtout un message à passer aux Français, qu'ils comprennent bien que c'est le premier tour de la présidentielle qui se joue là en novembre, et donc il faut aller massivement voter. Parce que le choix du candidat de la droite et du centre, c'est pas un choix mineur, c'est peut-être le choix du futur président de la République. Ça veut dire que vous souhaitez qu'il y ait beaucoup de participation à cette primaire, quand certains préféreraient que ça reste une affaire de famille? Bien évidemment, je veux qu'il y ait beaucoup de participation pour donner une très forte légitimité à notre candidat, et puis aussi parce que derrière ce candidat, il faudra faire l'unité absolue, sans état d'âme. Et ce ne sera pas facile parce que, comme vous le dites, pendant 2 mois, eh bien, il va y avoir des affrontements. Alors, le climat de cette campagne, est-ce qu'il vous convient? Quand vous entendez Nicolas Sarkozy parler des Gaulois ou dire hier, lorsqu'il était en meeting à des étudiants gabonais qui perturbaient son meeting, ici c'est la France, si vous voulez parler du Gabon, retournez-y. Vous êtes à l'aise avec ça? Et vous savez, aujourd'hui, on est devant une France qui est extrêmement fracturée, avec des problèmes qui sont des problèmes très importants, notamment des problèmes de migration. Ces sujets-là ne doivent pas faire l'objet de tabous, ils doivent être mis sur la table. Il faut en rajouter ou pas? Non, il ne faut pas en rajouter, mais la question aujourd'hui, c'est que face à ces affrontements, il faut être serein et montrer un cap. Le cap, pour moi, c'est celui d'une société à qui on donne plus de liberté, c'est celui d'une société à qui on fait plus confiance, mais c'est aussi le cap de l'autorité et de la fermeté vis-à-vis de la loi. On doit aussi respecter un candidat en campagne. En clair, vous voulez vous fâcher avec personne? Non, c'est pas ça. Je veux être un aiguillon. Je veux le meilleur pour mon pays. Je voudrais que les candidats soient encore plus audacieux parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de réformes et on va avoir besoin de restaurer profondément l'autorité, y compris l'autorité de la fonction présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas choisi votre candidat alors que tous les programmes sont sur la table et que les personnages, les personnalités, vous les connaissez? Écoutez, on a appris hier la liste définitive des candidats, puisque Hervé Mariton n'a finalement pas été retenu. Donc on le sait depuis hier, la liste. Les programmes, on vient de les recevoir. Celui de Bruno Le Maire, moi je l'ai reçu il y a à peine quelques jours. Donc ce qui est certain, c'est que je vais me déterminer en fonction des idées, celles qui correspondent à mes opinions, mais aussi en fonction de la méthode, la capacité à réformer. Et je dirai pour qui je vote, mais je resterai une femme toujours libre. Dans une interview que vous avez accordée au Point, vous avez dit « La droite n'est pas assez moderne ». Moderne oui. Sur quoi? Oui, moi je crois que... Vous savez, j'entends beaucoup les candidats à la présidentielle. On a l'impression, quand on les écoute, qu'ils vont régler tout d'en haut et que, enfin, la France va régler ses problèmes. Ça fait 20 ans qu'on nous dit ça, ça fait 20 ans que ça échoue. Alors moi, ce que je crois, c'est que le président aura à régler les problèmes régaliens, la guerre contre le terrorisme, l'autorité de la loi, la sécurité, la justice, qu'il aura à régler, à faire les règles de notre économie, le chômage, les retraites, la fiscalité, mais
qu'il aura aussi à lâcher prise parce qu'il y a une formidable besoin, une formidable envie d'autonomie des PME, des territoires, des acteurs, Et ça, vous le des retrouvez ONG. pas dans les programmes tels qu'ils sont présentés? Non, je vois des programmes centralisateurs, jacobins. Il faut que nos dirigeants comprennent, à droite comme à gauche, c'est qu'aujourd'hui, la bureaucratie, la complexité administrative, l'hyper-fiscalité, tout ça, ça tue les initiatives. Et il y a 2 jours, j'étais avec des entrepreneurs, ils ont construit le premier bâtiment imprimé en 3D, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui a été entièrement imprimé par un robot. Vous voyez, la société est en train de changer. Il y a une révolution industrielle qui se produit. Le numérique, le digital, l'écologie, tout ça, c'est des forces très puissantes qui sont portées par la société, beaucoup moins par la politique. Est-ce que vous pourriez rester neutre dans cette campagne? Non, parce que je vais voter, je suis une citoyenne, et comme je suis aussi une responsable politique, le jour où j'aurai choisi, je dirai mon choix. Mais je vous dis, je ne serai pas inféodée à quiconque, je serai toujours très indépendante, et je dirai, y compris à mon candidat, quand je pense que ce qu'il fait ne va pas dans le bon sens. Non, vous êtes en train de faire monter les enchères, quoi. C'est comme ça qu'on fait avant une campagne, non? Non, je suis en train de faire monter un désir de changement pour le pays. Ce que je voudrais, c'est le meilleur. Je voudrais qu'il soit encore meilleur, je voudrais qu'il soit encore plus audacieux. Voilà ce que je voudrais. Vous savez ce que vous auriez dû faire? Être candidate à cette primaire, Valérie Pécresse. Non, parce que j'avais pris un engagement vis-à-vis des Franciliens, c'était de me consacrer entièrement à la région, et je me sens vraiment très utile aujourd'hui dans ce que je fais. Quand on lit cette interview dans Le Point, très vite pour terminer sur ce sujet-là, vous dites pas Juppé parce qu'il va pas assez loin dans la réforme, pas Sarkozy parce qu'il va trop loin dans la mise en cause de l'état de droit, pas Fillon parce qu'il verse dans les attaques de personnes, pas Le Maire à cause de son référendum sur l'Europe. Il vous reste Nathalie Kosciusko-Morizet ou Jean-Frédéric Poisson. Ça va être dur de choisir. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, il faut vraiment que le candidat qui arrive nous donne les pistes pour libérer les énergies de la société française. Et que, là encore, c'est pas en disant je remettrai en cause l'état de droit ou je ferai des demi-réformes ou en versant dans les attaques personnelles qu'on fait ça. Donc moi, j'attends sur mes propositions, mais sur un certain nombre d'attentes de la société, qu'on nous donne des garanties. Un exemple encore, l'autonomie des lycées. Moi, j'ai proposé un budget d'autonomie à tous les lycées d'Île-de-France. Je croyais que personne ne le demanderait. J'ai 85 demandes. Il y a une envie de se prendre en main, et c'est ça qui créera de l'emploi, de la croissance et du dynamisme. Un des sujets de la campagne. Et de la cohésion sociale. Un des sujets de la campagne, la question des migrants. Bernard Cazeneuve a déclaré hier que le démantèlement de Calais se fera avant l'hiver. Est-ce que ce calendrier vous paraît crédible? Je crois qu'il faut démanteler Calais. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette question. Le sujet aujourd'hui, il est simple. On parle beaucoup de l'accueil. Il y a une ambiguïté fondamentale dans le gouvernement. Il mélange les demandeurs d'asile et les clandestins. Les clandestins ont vocation à rentrer chez eux. Et tant qu'on ne fera pas des aides au retour avec un partenariat avec les pays d'origine des immigrés clandestins en situation irrégulière qui restent dans notre pays, eh bien... Vous savez bien qu'il y en a des reconduites à la frontière. Il y en a. Très peu. Vous savez bien, vous connaissez les chiffres. Les demandeurs d'asile déboutés, c'est une infime minorité, 5-6% me dit-on, qui rentrent chez eux. Alors le sujet aujourd'hui est simple. Il y a des centres d'hébergement qui sont saturés. Si on veut les désaturer, eh bien il faut faire une aide au retour et un raccompagnement éventuellement forcé des étrangers en situation irrégulière. Ou construire de nouveaux centres d'hébergement comme va le faire Anne Hidalgo à Paris. Mais vous voyez bien, vous êtes dans une logique où on n'est que dans l'accueil. Moi je dis aujourd'hui, il y a la loi. Et dans ma société libérée, il y a de l'autorité, il y a le respect de la loi de la République. Si on est en situation irrégulière, on rentre chez soi. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous parler de Jacques Chirac qui a été hospitalisé, de Bernadette Chirac hospitalisée également. Vous êtes ce qu'on appelle un bébé Chirac, hein. Vous avez commencé aux côtés de Jacques Chirac. Comment vous vous sentez ce matin? Je pense à eux avec beaucoup d'affection. Et je pense aussi à Claude et à Frédéric Salabarou qui sont aujourd'hui, j'imagine, dans la peine. Vous lui devez tout à Jacques Chirac? Je lui dois énormément. Je pense qu'effectivement, sans lui, je ne serais pas là. Merci beaucoup Valérie Pécresse. C'est à vous William. Merci beaucoup. Ça flash, hein? Ça flash les couleurs, oui, je sais. Ouais. Ça réveille. Les deux comme ça, c'est très bien. Merci, en tout cas. Allez, on sait la... 2-3 minutes, entre 2 et 3 minutes. Vous avez pris 5 ans. Non, mais vous êtes dur. Pendant le journal, monsieur Nathanaël est très concentré. Non, c'est pas pendant le journal. C'est impossible, ça. C'est impossible. C'est pas possible. Parce que pendant le journal, il fait des selfies. Non, tentez de recréer le Rafale, donc visiblement. Bon, allez, merci Nathanaël. Et encore bravo.
vous le savez peut-être, madame, monsieur, mais cette année, la récolte de céréales en général et de blé en particulier n'a pas été particulièrement bonne. Et c'est pas la première fois. Et hélas, il est à craindre que ça ne soit pas la dernière non plus. Mais les agriculteurs céréaliers essaient de trouver des solutions parce qu'ils souffrent. Et en voilà une intéressante, là. Exactement. L'idée, c'est de se diversifier parce qu'effectivement, les agriculteurs ne vivent pas très bien, y compris les céréaliers qui ont, il est vrai, connu l'âge d'or autrefois, mais aujourd'hui, eh bien, mauvaise récolte. En plus, les aides de Bruxelles diminuent, donc il faut se diversifier. Ils se regroupent en association pour beaucoup. Par exemple, celle dont il est question aujourd'hui s'appelle Agri Demain. Elle regroupe 200 agriculteurs avec un objectif qui est celui de se rapprocher du consommateur. Parce que finalement, si on réfléchit bien, si on analyse la chaîne alimentaire, on a en tout premier lieu les semences, ensuite les agriculteurs. Et après, on a les transformateurs, les fabricants, les centrales d'achat, la distribution et le consommateur qui est tout au bout de la chaîne. Et le consommateur est en attente d'un rapprochement, lui aussi, de son côté. Il faut absolument que les agriculteurs plus court. se diversifient. Exactement. Circuit court, c'est une des solutions. Voici un exemple intéressant, celui d'un céréalier qui est dans l'Oise, à 25 km de Meaux, 30 km de Roissy, à Mareuil-sur-Ourcq, pour être précise. Il est céréalier et il a décidé de consacrer 2 hectares de terre au maraîchage, des fruits et des légumes, et ça cartonne. Il a ouvert un magasin qui est à côté de sa moissonneuse-batteuse, dans sa ferme, et il vend des produits frais de saison cueillis le matin même, plus un distributeur automatique qui fonctionne 24/24. Et des prix qui sont pas plus chers que dans la distribution, et ça cartonne. Nous lui avons rendu visite, écoutez bien le discours, il a raison. Je suis céréalier sur une exploitation totalisant 360 hectares et il y a quelques années, nous avons eu une réflexion de diversifier. On s'est rendu compte qu'il y avait une attente des consommateurs dans mon village et aux alentours qui souhaitaient des produits du terroir de proximité, des légumes. Et donc, nous nous sommes lancés dans la création de serres et 2 hectares de culture de plein champ de légumes que nous vendons soit à la ferme par un magasin, soit par un distributeur automatique qui est en libre accès. On retrouve en ce moment une grande diversité de légumes, des tomates, du fenouil, des salades, des radis, des haricots verts. Et l'idée, c'est vraiment d'être en top fraîcheur. On cueille le matin pour être vendu dans la journée. Cette activité de maraîchage a nécessité l'embauche de 3 personnes supplémentaires. Nous cultivons en agriculture raisonnée, donc la plante, si elle est malade, on la soigne vraiment qu'en dernier recours. Par exemple, l'année dernière, les tomates n'avaient pas de maladie, donc pas de traitement. Cette année, malheureusement, avec l'humidité, on est obligé de traiter 2 fois. Notre objectif, c'est de nous rapprocher du consommateur en lui expliquant les diversités agricoles. Il peut y avoir des céréaliers, des maraîchers, des arboriculteurs. Et c'est dans cette diversité qu'on veut vraiment réconcilier agriculture, environnement et société. Ça répond à une attente des consommateurs puisqu'ils ont envie de retrouver, je dirais, de la fraîcheur dans les légumes. Ils en ont assez d'aller dans la grande distribution où les salades restent 4 jours sur l'étalage. Nous, nos salades, elles sont cueillies le matin même pour être vendues quelques heures après. Donc c'est vraiment ce qu'attendent les consommateurs. Et en plus, on peut leur expliquer. On fait des portes ouvertes, ils vont visiter les serres. Et puis au magasin, on peut discuter, échanger. Donc c'est ça l'intérêt du consommateur, c'est recréer ce lien. En dehors des ouvertures du magasin, nous avons installé un distributeur en dehors de la ferme qui est accessible nuit et jour à n'importe qui. Vous payez en carte bleue, vous choisissez vos casiers et vous repartez avec un panier de ratatouille, des salades, des concombres qui ont été cueillis le matin même. L'intérêt de cette diversification, c'est aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, les céréales ont eu des bonnes années. Depuis quelques années, c'est nettement moins intéressant financièrement. Voilà, cette nouvelle activité nous permet d'avoir une autre source de revenus, une diversification économique sur l'entreprise. Ah mais la surface est plus grande que je l'imaginais, c'est formidable ça. C'est formidable. Il a 25 000 m² de serre plus 2 hectares de terrain. Ah oui. Donc il y a le magasin. Les horaires d'ouverture sont sur notre site internet évidemment. Et ce que vous avez vu à l'extérieur, les casiers, il dit je n'y arrive pas. Je remplis 3 fois par jour. Et c'est pas possible quoi. Non mais il faut multiplier ce genre de choses. Mais c'est une Renseignez-vous si super vous êtes bonne idée. agriculteur sur notre site pour voir comment il a fait lui. Voilà, et on a un autre sujet en cours parce que les agriculteurs vraiment se bougent pour aussi essayer de mieux faire connaître leur métier. On va aller faire la récolte de pommes prochainement. On viendra vous montrer ça. À propos de petits producteurs... Celui qui a dit ça
Bonjour, madame. L'argent. L'argent. Ben oui, il fallait trouver quelque chose. Bah c'est bien, je trouve que notre Quelque réalisateur chose a des bonnes qui symbolise le radin. Exactement. Parce qu'il va être question de ça. Vous êtes au courant maintenant, effectivement, que Danny Boone est le héros d'un film qui s'appelle Le Radin. On va dire un Radin. mot. Radin. Ou Radin tout court. Ouais. Un mot sur le metteur en scène, peut-être. Fred Cavaillé, dont c'est la première incursion dans le milieu de la comédie. Fred Cavaillé, on le connaît pour avoir réalisé des films policiers français, qu'on appelle des thrillers d'action, comme par exemple le très bon... Oui, thriller. Thriller d'action. Thriller. Non, ne commencez pas. Hein. Des thrillers d'action, comme par exemple le très beau Pour elle. Vous vous souvenez, Vincent formidable, ça, Lindon, oui. Diane Kruger, c'était Très, un très bien. bijou. Même les Américains, ils ont copié. Exactement, et c'était moins bien leur remake. Oui. Il y a eu À bout portant avec Gilles Lelouch, et il y a eu Mea culpa avec toujours Vincent Lindon et Gilles Lelouch, c'était le dernier, et il jouait deux policiers, c'était pas mal du tout. Donc là, coup d'essai, tour d'essai, franchement c'est réussi, on va voir une comédie, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de rire. On a déjà une bonne idée de scénario. La radinerie sous toutes ses formes, c'est pas juste une pince, un type qui fait attention, qui est économe. Danny Boone campe un radin maladif, donc c'est très drôle, c'est très visuel. Vous voyez le type chez lui, il met des post-it partout pour penser à ne pas rester plus de 2 minutes sous la douche. Il n'allume pas le soir, il attend que, vous savez, les réverbères s'allument, et là il se met à lire. C'est bon, c'est très drôle. Il mange des produits périmés. Bon, jusqu'ici, on voit son petit train-train et c'est plutôt rigolo. Et puis à un moment, parce qu'il y a 2 événements qui vont me dire chambouler tout ça, il va en pincer, ressentir des choses pour une belle violoniste, une actrice très jolie. Il est lui-même musicien. Il est musicien. Et d'ailleurs, là-dessus, il est paradin, puisque c'est là où il s'exprime vraiment, il a beaucoup de talent. C'est Laurence Arnay, l'actrice que vous reconnaissez. Il va en pincer pour elle. Donc le problème, quand on fait la cour à une fille, à moins qu'elle soit pas comme les autres filles, elles aiment bien aller au restaurant au début. On essaie de faire des choses simples, vous voyez, des petits cadeaux. Non, c'est important, je le dis, c'est quand même important. On va voir. Hein, on va Donc ça, le radin, ça le met dans un état, vous comprenez, c'est douloureux, c'est complètement inhabituel. Et deuxième chose, un jour, un soir, ding dong, bonjour papa, je suis ta fille, une ado de 17 ans qui débarque. Mais comment ça? C'est ce qui arrive quand on utilise des préservatifs périmés. Ah oui, il y avait bien à l'époque. 1964, le préservatif. Donc évidemment, ça n'a pas... Ça n'a pas tenu. Oui, ça, comme ça, William. Exactement. Qu'est-ce que ça nous donne? Beaucoup de rire, de gags, du comique de situation. Ça m'a beaucoup plu. On a rencontré Danny Boone. Bonjour, Danny. Bonjour. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. Ça arrive à tout le monde d'être radin à un moment, soit quand on est ado. Est-ce que vous avez des souvenirs d'instinct de radinerie? Non. On ne se sait pas radin, on ne se pense pas radin. C'est ça. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Il a de l'argent en plus, il est plutôt riche. Oui, il a de l'argent. Enfin, il a économisé, quoi. Oui, Il voilà. dépense rien. Oui. En fait, sa vraie richesse, c'est le violon. Il est virtuose, il est premier violon, et en même temps, il n'a même pas de costume de concert. Je suis musicien, donc j'aime les instruments. Chez moi, j'ai une clarinette, une trompette, un piano. Vous faites des fêtes parfois? Je fais des concerts. Des bœufs? Des bœufs. Qui m'a invité à dîner? Non. Bah quoi? Rien, mais oublie pas ta carte bleue. Hein. Vous avez des bulots? Une assiette de bijoux. Oula, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Les gens pensent que quand on est acteur, c'est plus facile de jouer dans des comédies que dans des drames où on pleure sur commande et tout ça. Or, la comédie, c'est plus compliqué à faire. Pourquoi? Un drame peut être ennuyeux, mais Ouais. c'est un drame, voilà, on se dit, oh là là, c'est magnifique. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, oh, quelle audace. C'est ça. Ce moment de tension qui dure longtemps. Dans une comédie, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Il y a une longueur terrible, voilà. Et en fait, une comédie, quand c'est pas drôle, bah, ça devient un drame. C'est ça. Je suis votre fille. Pourquoi tu m'as rien dit avant? Tu voulais que je lui dise quoi? Que son père est la plus grande pince du monde? Non, ce qui est bien dans Radin, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film. Oui. Il y a des scènes d'émotions très fortes. Et ça amène de la profondeur, de l'humanité à ce film. Je ne peux pas vous loger. 100 € par semaine. Non, c'est gentil, mais 120 €. 140. Ah oui, quand même. Dis donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi? Bah, écolo? Oui, un peu, oui. Vous aviez, Danny, un radin de référence. On pense tous à Funès dans La Folie des Grandeurs. Vous en aviez un autre ou pas? Non, des gens du métier, quoi. Cadmerade.
Ah, il paraît que c'est un rat, lui, mais fini. C'est une pince, mais... T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Merci, Dani, à bientôt. Au revoir. Faut pas faire de cadeaux. Bon voilà, Eh ça oui, il est sort malin. bientôt, hein, parce Ça qu'on en sort parle mercredi beaucoup. prochain. Oui, on en parle beaucoup. Il C'est était vrai temps que ça sorte. Hein. Dany est l'un des acteurs les préférés des Français. Ouais, et puis c'est cette année, vous allez le voir beaucoup. Février prochain, son nouveau Oui. film en tant que réalisateur Red Dingue. Novembre prochain, oui William, l'Olympia, c'est 25 ans sur scène et son nouveau spectacle. Voilà. Tiens. Si, c'est assez récent. Ça date de 93. 93. Ouais. Avant, on disait mise en des... Inculpation, on parlait d'inculpation. Ouais. Ah oui. Et c'est pour édulcorer un peu ce terme qui, des fois, vous condamnait avant l'heure, qu'on a cherché autre chose. À cette époque-là, on a Michel Vauzel et Pierre Méhaignerie, qui sont les gardes des Sceaux successifs. Alors, effectivement, on va redonner un petit peu d'épaisseur à ce qu'on appelle quand même la présomption d'innocence, en passant du vocable inculpé à celui de mis en examen. D'ailleurs, quand vous êtes mis en cause au cours comme ça d'une instruction, il y a 3 niveaux. Vous êtes un simple témoin, un témoin assisté ou mis en examen. Témoin assisté d'un avocat. Ah non, tout le monde est assisté d'un avocat. Alors, mais témoin assisté, c'est qu'il a un statut particulier. Il y a 3 statuts. Quand vous gravitez dans le sillage de ceux qui sont déjà mis en examen ou pour lesquels pèsent des charges, on vous convie à une rencontre et là, vous êtes un simple témoin. Si votre nom ressort quand même à quelques occasions ou si on se dit que quand même il y a des charges qui pourraient peser contre vous, vous êtes un témoin assisté. Et lorsque des charges plus ou moins importantes pourraient peser sur vous, là, vous êtes mis en examen. Alors, ça donne quand même au juge une latitude et une gamme d'intervention assez large, puisque, rappelons-le, ça commence par le contrôle judiciaire, bien évidemment, une obligation de répondre aux convocations, et ça peut aller jusqu'à la détention provisoire. C'est le pire qui puisse vous arriver, en tout cas dans cette phase. À l'inverse, et ça c'est intéressant, c'est important, le mis en examen, il peut prendre une part concrète à l'enquête. Je vais préciser tout ça. C'est-à-dire qu'il a accès au dossier. D'une part, il a accès au dossier, ce qui n'est pas le cas. Quand c'est le procureur de la République qui mène l'enquête, aucun des prévenus n'a accès au procès verbal. Le mis en examen, oui, il a accès. Et il peut influencer. Il peut, par exemple, demander au juge de mener une enquête, d'auditionner des témoins, d'organiser des confrontations, des examens médicaux, de faire se confronter des personnes. Demander, hein. Il peut toujours demander. Sauf que, bien sûr, le juge, c'est quand même lui qui fait l'enquête, le juge d'instruction. Il dit oui ou non. Il dit oui ou non. Mais s'il dit non, il a d'une part, il doit justifier sa réponse, il doit le faire dans un délai d'1 mois, et puis vous pouvez aussi faire appel de l'ordonnance du juge qui dit non. Donc vous pouvez relancer une nouvelle fois. Alors je disais tout à l'heure, mis en examen au départ, en 93, ça avait été mis en place pour justement redonner un petit peu d'épaisseur à cette notion finalement de présomption d'innocence. Ouais, mais dans les faits, c'est pas tellement clair, parce que si on lit l'article du code pénal, 80.1 pour le citer, on est quand même mis en examen pour des raisons très spécifiques, parce que le juge ne peut pas mettre en examen quelqu'un qui ne serait pas déjà sous le coup d'indices graves, qu'il ait participé en tant qu'auteur ou simple complice à une affaire, à une infraction. Donc on n'est pas mis en examen pour rien, dans tous les cas. Je le disais, le juge, c'est tout seul à pouvoir vous interroger ensuite. C'est votre seul interlocuteur, bien sûr avec votre avocat, bien évidemment. On peut contester aussi sa mise en examen. On peut le faire, et dans ces cas-là, on redescend, comme je disais tout à l'heure, d'une case, on redevient un simple témoin assisté. Vous contestez devant qui alors devant le juge. Et s'il ne veut pas, lui s'il ne veut pas, tant pis. Oui, mais non, après, il y a cet aller-retour de je conteste l'ordonnance, je reviens à la charge, etc. Alors, je le disais, vous n'êtes pas soumis non plus à... vous ne prêtez pas serment. C'est-à-dire que il n'est pas conseillé de mentir, mais en tout cas, on ne peut pas vous poursuivre pour avoir menti. Et c'est 2 ans maximum, le statut de mis en examen. Ah, ça peut durer 2 ans. Ça peut durer 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Merci beaucoup pour ce rappel-là, et qui a un rapport avec l'actualité. Et ce qui va suivre aussi, Henri-Jean Servat va à présent évoquer une célèbre chanteuse et meneuse de revue, c'est un terme que l'on n'emploie plus aujourd'hui, qui aurait eu 110 ans, là, cette année. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Et rien ne s'oppose à la nuit. Oui, son prénom, c'était Joséphine Baker, bien sûr. Et pour célébrer cet anniversaire, vous avez été où? Alors, je suis allé au château d'Émilandes. Tout un chacun sait que le château d'Émilandes est lié à Joséphine Baker. Pourquoi? Parce que le château a fini d'être toiletté, a fini d'être restauré, et les propriétaires du château d'Émilandes lui ont rajouté et ont terminé un fameux jardin à la française magnifique, tel qu'il était fait selon les plans 1908. Alors, le château d'Émilandes, c'est un endroit
qui ruisselle d'amour. Je veux dire, on a besoin de l'amour. Ça scintille, ça sent l'amour à plein nez. Pourquoi? Parce que, alors, un château Renaissance avec des rajouts gothiques, plusieurs propriétaires, des communs et tout. Et puis, jusqu'au moment où Joséphine Baker, extraordinaire meneuse de revue, femme de cœur et généreuse, le loue en 1937, elle le loue, elle l'achète, elle y installe sa fameuse tribu arc-en-ciel. Alors, il faut peut-être rappeler pour les plus elle jeunes. avait adopté 12 enfants de 12, chaque pas moins. pays, de nationalités, de races, de cultures différentes. Et elle avait le projet utopique de faire une société, une cité merveilleuse, de faire en sorte que tout un chacun pût vivre ensemble. Bon, elle s'est heurtée à beaucoup de choses, mais elle avait le rêve qui a resté, qui a continué jusqu'au jour où elle a eu beaucoup de dettes. Vous vous souvenez que Brigitte Bardot était allée à la télévision pour la soutenir, ça avait donné un regain, beaucoup d'argent, et l'endroit avait un peu pu rester entre ses mains, mais il y a eu des affairistes, il y a eu des salopards, des charognards qui sont venus la déposséder de son château. Maintenant, le château a été racheté par des gens absolument délicieux. Claude Delabarre, qui l'a racheté, c'est une des anciennes propriétaires du vignoble Cheval Blanc, donc elle a pu racheter le château. Non, ils voilà. ont de quoi faire des travaux. Oui, non, mais c'est fait avec goût, non mais, je veux dire, c'est fait avec goût, c'est fait avec l'amour, c'est fait magnifique. Sa fille, Angélique Delabarre, qui est comtesse de Saint-Exupéry, dirige le château, et tout est restauré. Il y a les robes, Joséphine, les boas, les partitions, les photos, la ceinture de banane, et tout est fait avec goût, c'est toiletté de façon magnifique. Je vous invite donc à aller visiter le château, Alors, le vous n'avez pas jardin. dit, c'est à Castelnau. Alors, à Castelnau-la-Chapelle, voilà. en Dordogne, dans le Périgord Pas très noir. loin de Sarlat. Voilà, pas très loin. Et tout est toiletté, tout est à neuf, refait, comme à la fois dans l'époque et Regardez comme c'est restauré. beau, ça. C'est Somptueux, magnifique. ça. On dirait la C'est Belle au bois magnifique. dormant, là. Regardez. Mon mari et moi, nous avons acheté ce château en avril 2001 et nous étions complètement sous le charme de ce château. Après l'avoir vu et visité tous les deux, nous sommes montés dans l'escalier à vis et nous avons senti des bonnes vibrations de Joséphine Baker qui était là. Et en 15 jours, j'ai acheté ce château. J'ai voulu présenter la vie de Joséphine sous toutes ses facettes, toute sa personnalité profonde, parce que vraiment, elle me fascine. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Le château d'Émilon est vraiment important pour Joséphine, parce que donc elle loue le château en 1937. Elle sera ici pendant la guerre en 1940. Elle entend l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un réseau de résistants ici. Ses voisins sont des résistants, ils sont dans le maquis. Elle cache des messages codés dans ses partitions de musique. Elle se sent française depuis son mariage, en fait, en 1937 avec Jean Lion. Et elle va dire d'ailleurs au capitaine Apté, voilà, je veux me donner à la France, faites de moi ce que vous voulez. Et effectivement, elle s'est révélée efficace. Par la suite, donc, elle quitte l'Éminent, mais elle a toujours en tête son château qu'elle veut absolument acheter. Et elle l'achète à la sortie de la guerre, donc en 1947. C'est moi qui suis sa petite. Elle épouse Jo Bouillon et tous les deux ont cet idéal de fraternité. C'est dans cet écrin magnifique qu'elle va créer en quelque sorte sa famille. Elle adopte 12 enfants à partir de 1953, chacun qui arrive d'un pays différent en fonction des concerts qu'elle va donner dans le monde entier. Cet été, nous avons inauguré le jardin. C'est un écrin pour ce château et nous avons voulu faire revivre le jardin de Jules Vachereau du 19e siècle. Et nous avons voulu inventer en plus des cascatelles qui sont des fontaines très anciennes et que ma fille a voulu restaurer. Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Elle perd énormément d'argent parce qu'elle est beaucoup trop généreuse. 68, la vente aux enchères a lieu. Il y a une grosse escroquerie, ce qui fait que le château part pour 1/10 de sa valeur. Elle est mise à la porte de son château. On la voit sur les marches comme une mendiante. Et là, on est le 15 mars 1969. Et heureusement, elle sera aidée par la suite par la princesse Grace. J'ai envie
envie que le visiteur comprenne en sortant de ce château que Joséphine ne se réduit pas à la ceinture de banane, qui est un épisode amusant bien sûr, c'est le musical, mais je veux absolument qu'il comprenne son côté humaniste et son engagement pendant la guerre. Voilà. Alors, il y a encore plusieurs enfants. Moi, j'en connais 3 enfants de Joséphine. Oui, oui. Il fait tout tomber. Non, mais non, C'est la ceinture de banane. J'ai perdu ma ceinture de banane. Oui, Voilà, si c'est que ça va. Voilà, c'est presque pour ça. Non, alors moi, on va le poser là. Voilà. Je connaissais 3 des enfants de Joséphine, Brian, Akio et Jean-Claude. Jean-Claude qui a écrit un livre qui s'appelle Un château sous la lune. On peut visiter le château d'Émilandes à tout moment. C'est magnifique et c'est très beau. Merci Vive Joséphine beaucoup. Baker et son message d'amour et de paix. Merci Henri-Jean pour avoir relayé tout ça. Ouais. Voilà. Et merci pour la chemise, parce que ça nous a permis de régler la mire pour le... Vous avez le rouge et le bleu? C'est bon. Écoutez, regardez honnêtement. C'est bon chez vous. Regardez. C'est bon chez vous. Ils ont l'air de 2 croque-morts. Mais je vous remercie. C'est une élégance rare. On apprécie. Un petit bleu marine. Vous allez régler vos Moi, je problèmes. m'assortis toujours à l'avenue du chef. On revient dans quelques instants. À tout à l'heure. Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Si vous êtes des habitués de Télématin, quand vous entendez la chanson qui précède une chronique, vous dites quel est le lien? Alors là, c'est bateau. Souvenez-vous de bateau, vous allez comprendre pourquoi. C'est la visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé. Il va vous parler d'un certain Charcot. Vous allez me dire, ah oui, Charcot, comme la maladie. Oui, mais c'est pas lui. C'est le fiston, parce que le docteur Charcot avait un fiston. Exactement, Jean-Baptiste. Et le fiston est également aussi toubib, mais explorateur. Et qu'est-ce que fait Jean-Baptiste dans les années 1903-1905? Il prend son navire, il l'appelle le Pourquoi pas, et direction l'Antarctique. Et il fait une expédition extraordinaire. Attention, à l'époque, ça se fait pas comme maintenant. Hein. C'est vraiment très très compliqué de partir là-bas. Et le but, tout simplement, c'est d'aller faire un repère sur comment ça se passe au niveau de la botanique, au niveau des côtes, au niveau... Donc, il embarque avec lui tout un nombre de scientifiques. Oui, c'est les sciences nat, c'est la géologie. C'est la géologie, c'est toute une sorte... Et puis, c'est surtout repérer les côtes, parce qu'à l'époque, l'Antarctique, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, il part tout ça. Comment est-ce qu'ils vont réussir leur voyage, et surtout une fois sur place? Comment est-ce qu'ils font pour survivre? Parce que l'Antarctique, attention, c'est dur. Eh bien, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir à la Maison de l'Amérique. On démarre cette exposition fantastique de Jean-Baptiste Charcot, la découverte du pôle Sud, avec les moyens du bord. Attention, c'est une expédition polaire en 1902, hein, on n'est pas dans un club 5 étoiles avec tout le confort. C'était l'aventure. Mais ils étaient déjà éco-responsables. Ils avaient prévu comment retraiter leurs déchets. Avec Toby. C'est le cochon, c'est la mascotte. Alors lui, il mange tous les déchets, et quand il tombe malade, les marins, ils lui donnent du lait concentré, voilà, à la cuillère. Voilà. Et on en prenait soin du Toby. Bah oui, parce que attention, c'était la poubelle. Bon, cela dit, il est mort. Et on fait bouffer trop de cochonneries. Non, quand même, sur pas bouffer la mascotte. Pour l'alimentation, très important, il ne fallait pas choper le scorbut. Donc Charcot préparait des produits frais à l'intérieur de son labo scientifique. Il y avait par exemple un élevage de cressons et puis des œufs de pingouins. Sauf qu'il faut les attraper, les pingouins. Alors ils ont un truc, ils ont un gramophone, ils faisaient tourner. Et là, le pingouin, il entendait ça. Il mettait sa tête dans le pavillon du gramophone en disant « c'est quoi ce truc-là » Et là, ils attrapaient le pingouin et hop, ils avaient des œufs. Et attention, champagne, hein, s'il vous plaît, à bord. Ah bah c'est le pôle Sud, faut se réchauffer. Bon, on retraite les déchets, on mange, mais il faut boire. Et alors l'eau potable, il n'y en a pas. Donc on fait fondre de la neige. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour chauffer de la neige? Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Ils prenaient de la graisse animale. Alors bon, la graisse de phoque, de léopard de mer, de ce qu'ils trouvaient. Des pingouins, encore. Désolé les gars. Les copains pingouins. Ah, il a beaucoup servi avec Charcot, le pingouin. Alors attention, sur le camp, il y avait plusieurs cabanes dédiées. Il y avait la cabane scientifique, la cabane électrique, le garde-manger et puis les latrines. Alors comment distinguer les latrines du garde-manger? Bah oui, parce que si vous allez dans les garde-manger, c'est pas bon. Bah c'est simple. Pour l'igloo des latrines, ils avaient mis un balai brosse, on va dire, voilà, en repère sur l'igloo qui était destiné. Comme ça évitait de se tromper. Et des fois, il y a eu des petites erreurs, des tempêtes de neige, les gars, ils sont pressés. Ah. Et pour terminer, bien entendu, le but de cette expédition était scientifique. Donc on a fait des relevés, des photographies, et on a même un hygromètre à cheveux. Alors comment ça marche? C'est très simple. Le cheveu a la propriété suivante, c'est qu'il se dilate quand il est humide. Et donc comme ça, on peut mesurer parfaitement le taux d'humidité, l'hygrométrie.
Bon, après, c'est une galère pour mettre la mèche à l'intérieur de la machine. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont bien arrachés les cheveux. On vient d'avoir un tweet d'une association de manchots. Il paraît que vous les imitez très mal. À la Maison de l'Amérique latine, vraiment, allez voir ces photos extraordinaires. Vous allez pouvoir revivre ce voyage en direct. Merci Thomas. Une revue de presse. On commence par quoi? Eh bien, par un endroit qui fut pendant 76 ans un bastion de l'automobile et ça va devenir un haut lieu de la culture. Je parle bien sûr de l'île Seguin. Alors, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est juste au sud-ouest de Paris. Ça longe Boulogne. Et regardez, tous les journaux en parlent ce matin. Voici ce à quoi ressemblera, en tout cas à l'extérieur, la salle de spectacle qui aura un nom particulier. Attention, jeu de mots, Maître Capello, la scène musicale. Ah oui, d'accord. S-E-I-N-E. Voilà. L'inauguration est prévue pour le 22 avril 2017. Il y aura une grande salle modulable entre 4 et 6 000 places, un auditorium de plus de 1100 places. Et en juin 2017, déjà, on nous annonce un festival sud-africain avec l'Opéra du Cap. Et puis en octobre 2017, West Side Story. Il y aura tout un tas de comédies musicales. C'est en tout cas ce qu'on nous promet. Je cherche le nom de l'architecte. L'architecte... J'ai pas vu son nom ce matin dans le journal. Non, je cherche, je vais trouver. Bon. Moi, je continue alors pour vous dire que le cinéma... je vous en prie, faites seulement. Le cinéma, c'est que du cinoche. Un gros mensonge. C'est Gala qui lève le lièvre ce matin en nous parlant des doublures de stars. Alors là, ce qui est intéressant, vous allez vous marrer, c'est qu'on les a côte à côte. Alors quand vous voyez Bruce Willis sauter d'une voiture en marche ou foncer dans un mur de feu, c'est pas lui, c'est l'autre. Ça, c'est très bien, ça. Alors regardez, alors Bruce Willis, bon, il est où là, à droite, on va dire. Bruce Willis est à droite et la doublure est à gauche. Alors les doublures ne font pas que les cascades. D'ailleurs, les cascades, c'est souvent une obligation de se faire doubler parce que c'est les compagnies d'assurance qui le demandent. Ce sont les compagnies qui le demandent. Mais les doublures permettent aussi à la star de faire le pied de grue jusqu'à ce que le réalisateur et le chef opérateur aient fixé le cadre et la lumière. Pendant ce temps-là, les stars, elles, se reposent dans leur loge. Ils servent de doublure lumière souvent. Ouais. Alors on se les fait un par un, si vous voulez. Jennifer Lopez. À gauche. Elle se fait doubler, oui, elle est à gauche. Elle se fait doubler souvent dans ses clips. Ça fait toujours 2 fois plus de boulot pour les costumières. Ça, c'est une scène d'action, puisqu'elle a l'insigne de flic. De la police, oui. De la police. Ça, c'est une très bonne idée dans ce journal. Très, très bonne idée d'avoir Regardez fait ça. le faux Brad Pitt. Vous en pensez quoi? Ah ouais. Il est à droite. Le vrai est à gauche. Non, ça va pas. Pas tout à fait. Alors là, regardez. Regardez, il a le même pantalon. Il faut le mettre de dos. Il manque quelques centimètres. Ouais. Alors, vous savez qu'il était chauve. Non, mais le même pantalon que vous. C'est ça que je veux dire. Oui. Ce monsieur n'avait pas de cheveux. Il se rasait en permanence. On lui a demandé de se laisser pousser les cheveux pour pouvoir bosser et remplacer Brad Pitt. Alors, jusqu'où le remplacera-t-il? En tout cas, pas loin. Voilà, si Madame Brad Pitt cherche la copie conforme. Madame Brad Pitt, elle a des soucis. Angelina, elle a des soucis. Elle s'en fout un peu, là. Elle veut pas le double. Voulez-vous voir Cameron Diaz et Cameron Diaz bis? Alors, évidemment, la tenue vestimentaire joue un rôle dans la confusion qui peut être la nôtre lorsqu'on voit les doublures de stars. Puis vous avez aussi Jessica Alba. Ah, ça c'est intéressant. Alors regardez bien, bougez pas. Oui, alors il faut savoir que... Alors d'abord, je ne sais plus laquelle est laquelle. Je pense que Jessica est à gauche, mais bon. Exact. Bon, mais j'avais une chance sur 2, vous me direz. Non, mais là, elles se ressemblent vraiment, on dirait des jumelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont devenues très amies toutes les deux. Elles ne se quittent plus, donc c'est les sœurs jumelles qui se baladent dans la rue. Alors jumelles, mais il y en a une qui est un peu plus pudique que l'autre, c'est Jessica Alba, parce que pour les scènes de nu, c'est l'autre qui s'y colle. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire dans Gala. Et l'architecte, alors de l'île Seguin, c'est un japonais, il s'appelle Shigeru Ban. C'est facile à retenir, c'est pour ça que je ne l'avais pas oublié. Oui. C'est le cabinet d'architecture de Jean de Gastine. Voilà, le jeune homme. Vous l'avez là? Là, voilà. Il est là. Voilà, monsieur Shigeru Ban. Merci beaucoup. Alors, il s'agit d'un concours. Vous direz un concours à la télévision, ou concours de chant, concours de danse, concours de... Et là, c'est là qu'on innove. C'est un concours de peinture sur corps. Eh oui, la peinture sur corps, ça reste un art assez méconnu, dont on ne parle pas des masses. Ah oui, tout ça, c'est pour mettre des corps dénudés, non? Oui, mais au début, ils sont dénudés, mais très vite, on a l'impression qu'ils sont habillés. Ça devient des œuvres d'art vivantes. Les bronzés qui ont lancé la mode, il y a très longtemps, devant le film des bronzés. Absolument. Et donc, la peinture sur corps aux États-Unis fait l'objet d'une pure télé-réalité concours mettant en scène 6 candidats
qui vont devoir relever des tonnes de défis, se battre les uns les autres pour gagner la peu coquette somme de $10 000 à la fin. Le titre de l'émission, c'est Skin Wars Fresh Paint. Ce qui veut dire, on va traduire ça par la guerre des pots. C'est diffusé sur... La guerre des pots. Des pots. Des pots de peinture. Des pots. La peau. Des mais c'est un jeu de mots intéressant. Le jeu de mots ne marche pas en anglais. Non, mais il marche très bien en français. Français. Donc c'est sur la chaîne GSN. Et effectivement, il suffit finalement de regarder quelques épisodes de cette série pour se rendre compte que ça mérite effectivement un petit focus, la peinture sur corps, parce que primo, en fait, ce sont de véritables artistes qui s'y mettent et qui réalisent ces œuvres. Et puis, deuxio, ce sont de véritables œuvres d'art, comme vous pouvez voir. Sauf que pour la peine, ce sont des œuvres d'art éphémères. Bon, alors là, forcément, ce qui saute aux yeux, mais voilà, là, ce sont des œuvres d'art éphémères. Bien sûr, plus trop, bien hein. sûr. Oui, voilà, en fait, les corps sont totalement habillés. Le jean, c'est le jean est assez... Le jean est ouvert. Pas mal. Mais comme vous êtes très curieux, il est peut-être temps de regarder un oui, il est temps. extrait. Allons-y. Skin Wars ripped the lid off the competitive world of professional body painting. Now it's time to find the next generation of skin warriors. I want to be great. 6 highly accomplished artists, each at the top of their game in their own artistic disciplines, leave their creative comfort zones behind to compete in the provocative, uncharted territory of body painting for the very first time. Fresh paint is a river of talent. After an intense boot camp covering the techniques of body painting, these artists must conquer 3 mind-bending challenges. Oh my gosh, I'm so nervous. And who will transform their artistic talents into a living, breathing masterpiece. There's no way I'm gonna lose. Tonight, one artist will win the $10,000 grand prize and become a Skin Wars Fresh Paint champion. Si certains d'entre vous, très rares, se disent pourvu que ça vienne en France, non, rassurez-vous, aux États-Unis en tout cas, c'est extrêmement pudique. On ne montre pas. On ne montre rien. Il n'y a jamais de gros plans sur les zones privées, voilà. Et encore, c'est flouté quand les poitrines des femmes sont floutées sur les gros plans. Alors, ce qui vous intéresse, là, j'imagine, c'est de voir ce que donne l'exercice de cette œuvre et de ce travail de peinture. Voilà, on va le découvrir tout de suite, alors. In this challenge, you'll have 3 hours to paint the front of the body from head to toe in a split scene. Okay. Definitely red. Grab a black, grab a white. This is where I want to do the sky, where it gets dark, and I think I'm going to do black clouds towards the top since this goes black. What's your story, though? Don't know. She's gonna be a very sad siren, and she's giving up all her happiness for the ocean. There is too much black in the painting, so if Michael doesn't listen to me, it's gonna be the first thing the judges point out. 3, 2, 1. Time's up, artists. Let's start with Vivian. There were subtle, beautiful colors in those fishes and in that whole ocean scene. What about Michael? The colors were so arresting. As it went up to the black and white, I was sorely disappointed. What about Corey? He had some lovely work around the eyes there. I thought it was just enough. C'est pas très gai. Hein, bon, la dernière œuvre, effectivement, n'est pas très gai. Mais vous voyez, c'est décrypté comme un véritable tableau. Voilà, c'est analysé. Et c'est sur une grande chaîne connue ou c'est une chaîne du câble. Mais pour la peine, on n'a jamais rien vu en télévision sur la c'est très rapide, très fugace. Oui. Voilà. Et ça se termine par une douche qui n'est pas filmée. Non, non plus. Non. Mais ça, c'est une autre émission. C'est plus tard le soir. Ouais. Sud-Ouest se bouge aussi. Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire une plateforme qui s'appelle autochtone.com et de regrouper tous les produits du Sud-Ouest, mais quels qu'ils soient. C'est-à-dire, vous allez trouver des gâteaux, des boissons, mais aussi bien des bijoux, des idées de cadeaux, des vêtements, Voilà, vous avez tous les petits producteurs du Sud-Ouest réunis sur une même plateforme. En plus, elle est très bien faite, elle est moderne et accessible à tous, à tous les prix. Je trouve que c'est une très bonne idée et ça me donne envie d'acheter Sud-Ouest. Parce que maintenant, c'est par région. Et oui, bien sûr. Voilà. D'acheter Sud-Ouest, le journal. Exactement. Ah, c'est ça. D'accord. Non, mais attendez, il y a des espadrilles magnifiques qui vous iraient à ravir. Enfin, les espadrilles du Pays-Bas, ça va pas. Les plus belles du monde, vous rigolez? Bah voilà, non, mais je vous dis, ça vous irait très, très bien. Là. Oh, oui, surtout... On voit jamais les... C'est Valérie Pécresse qui faisait la réflexion et on ne voit jamais vos pieds. C'est vraiment dommage quand on bien... voit... Oh, bah, je ne vous fais pas dire. C'est vraiment bien dommage. Des pieds magnifiques avec des chaussettes éblouissantes. Voilà, si je peux vous les montrer. Ah là là.
Quoi, elles sont pas mal. Sublime, sublime. Ben oui, non, elles ne viennent pas du Pays Basque, non, mais elles sont pas mal non plus. Merci beaucoup. Ça me donne l'occasion de faire quelque chose que je vais regretter. Dirait le sud, le temps dure longtemps. Évidemment, vous en doutez bien, Télématin, petite émission, petit budget. Hein, quand on va quelque part, si on peut faire 2 expositions, et il n'y en a pas toujours 2. Là, ça tombe bien, il y en avait 2. Ouais. Et très très bonne idée. Alors évidemment, Grasse, vous savez, c'est la capitale du parfum, capitale internationale du parfum. Oui. Et là, ça sent bon la culture. Vous voyez, là, on s'est dit c'était une très bonne idée parce qu'il y a une exposition consacrée à la Belle Époque, une autre exposition consacrée aux années folles. Quel est le lien? C'est l'émancipation. Alors c'est l'émancipation à tout va. Hein. Tout s'émancipe. La femme s'émancipe. Les cheveux sont coupés à la garçonne. Le parfum, le packaging, le marketing. On arrive à faire des parfums qui changent de forme. Tout. Alors, et on a ces femmes-là qui sont habillées, qui sont parfumées, qui sont de l'aristocratie européenne. On a les industriels. Et à côté de ça, on a quoi? La vie des cafés. Et la vie des cafés, qui dit vie des cafés, dit non seulement cette aristocratie-là qui vient fréquenter les cafés, non seulement les industriels du coin qui font les parfums, mais aussi les soldats qui sont dans les casernes, mais aussi les femmes qui sont émancipées aussi, mais à leur façon. C'est-à-dire les ouvriers dans les champs qui travaillent aux fleurs, là. Les ouvriers, absolument, vous avez raison. Et vous avez aussi ces femmes-là qui ne sont pas de la haute, on va dire, et qui sont quand même émancipées parce qu'on fait ce qu'on veut de notre corps. Alors imaginez, vous prenez les boissons alcoolisées autorisées, la femme qui fume, les garçons qui jouent aux cartes. Alors ça y est, quoi. On se permet tout, on se fréquente, on prend des décisions où? Dans les cafés. Donc on passe à Grasse de la Belle Époque aux années folles, autant dire les belles époques de Grasse, regardez. Durant la période de la Troisième République en France, il y a la libéralisation des établissements, notamment débits de boissons, qui vont jouer un rôle dans la sociabilité de personnes de tous niveaux sociaux. Dans cette exposition, on a voulu immerger le visiteur dans ce que pouvait être un établissement de cette époque à Grasse. Il peut y avoir vraiment plusieurs catégories de débits de boissons. Il y a ceux qui vont être vraiment crapuleux peut-être et qui vont attirer une certaine partie de la population. D'autres assez huppés où on va avoir peut-être l'élite de la population, les industriels de la ville, les personnes qui sont issues de la villégiature. Certains, on va dire pour s'encanailler, vont peut-être descendre en dessous de leur niveau social. Ils vont dans ces établissements manger, boire bien sûr, mais aussi jouer, danser, on se détend, surtout après le travail, etc. Des femmes, ils vont inviter ces messieurs à danser. Et derrière, l'idée d'aller, contre monnaie trébuchante, dans une petite chambre qui était cachée en arrière ou à l'étage de l'établissement. À cette époque-là, donc, on a des prostituées que l'on nomme les filles soumises. On peut le voir d'ailleurs sur les archives de la police de l'époque. Ces filles soumises étaient obligées de se déclarer, qu'elles soient dans une maison dite de tolérance ou dans une maison clandestine ou les bars-restaurants ou même dans le fameux bois de Boulogne de Grasse. Nous avons des petits flacons que l'on appelle les pisseuses. Et l'orifice pour faire sortir le produit parfumé, c'est bien sûr à l'entrejambe de ces demoiselles. On a fait des mises en ambiance avec l'aide des élèves parfumeurs qui ont créé des odeurs d'ambiance. Donc vous avez l'odeur, par exemple, l'ambiance du terrain de pétanque, mais vous avez aussi, par exemple, l'ambiance de l'odeur de bordel. Embrasse-moi. C'est à partir de 1920, pour la femme, libérée du corset, une nouvelle mode avec le tailleur et la jupe longue, les cheveux courts, c'est la garçonne, et puis c'est une femme qui commence à fumer en public. On a envie de mondanité, on a envie de se retrouver dans des lieux où on peut faire la fête. Et c'est le début de cette période qu'on appelle les années folles. Les femmes veulent s'émanciper, mais aussi vivre leur vie. Voilà, 2 bonnes raisons supplémentaires pour aller visiter Grasse. Oui. Ce sont ces 2 expositions-là. Dépêchez-vous. Oui, alors la Belle Époque, dépêchez-vous, parce que vous avez jusqu'au 30. Ouais. Sinon, si c'est les cafés qui vous intéressent, c'est la vie des cafés, et ça j'en connais. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous y rendre.
Vous en connaissez un rayon, c'est ça que vous voulez dire? Un rayon et des gens. Aussi. Musée international de la parfumerie et musée d'art et d'histoire de Provence. Voilà, Merci je l'ai dit. beaucoup, mesdames. Bonne journée à vous.